les échanges, mais sachez que vous pouvez reprendre la main immédiatement si vous le souhaitez, soit en levant la main, soit en nous envoyant un chat. Je vais laisser maintenant les médiatrices de l'ANM présenter la première partie que je vous ai annoncée. Merci Isabelle. Voilà. Comme donc Isabelle Monteau vous le disait, ce webinaire a été initié à l'occasion de la semaine de la médiation. Donc c'est un événement national et même international. Ça veut dire que dans toute la France, en tous les cas, là en ce moment, je crois qu'il y a dans cette semaine, il y a à peu près plus de 200 événements qui sont programmés. Alors par événement, ça peut être exactement ce qu'on est en train de faire là en ce moment. L'idée, c'est de donner à mieux voir, mieux comprendre ce qu'est la médiation, la faire connaître, parce qu'on en parle, mais on peut peut-être se méprendre aussi sur ce que c'est vraiment. L'exposer dans tous ses états, parce qu'il y a plusieurs sortes de médiation. Vous avez sûrement entendu parler de la médiation familiale, de voisinage, de consommation, la médiation en entreprise, la médiation intra-entreprise, enfin bon, judiciaire, etc. Donc là, ce qui est plutôt sympathique dans cet événement, dans cette manifestation, c'est que tous les médiateurs se mettent ensemble, donc les différentes associations, c'est pas chacun dans son petit coin. Et donc là, je suis représentante avec Claire de l'ANM. Donc l'ANM, c'est l'Association nationale des médiateurs. C'est une grande association, enfin en nombre d'adhérents, parce qu'elle elle réunit des médiateurs généralistes, voilà, dans toutes les parties de la médiation, ce que je viens d'évoquer. Voilà, donc le sujet, là, c'est plus particulièrement la médiation en entreprise, enfin dans les situations de conflit en milieu de travail. Mais avant la médiation, enfin, ce qui réunit toutes les médiations, c'est que c'est un processus, c'est une dynamique, c'est une démarche opérante qui, dans un cadre protégé, protecteur, permet d'oser se rencontrer, de s'écouter, de se comprendre et de se mettre d'accord. Voilà, ça c'est un peu le socle commun. Voilà, donc peut-être maintenant que je ne sais pas si certains ont commencé à répondre au sondage qui est à votre disposition. On avait envie de participer à un petit sondage pour partager un petit peu les a priori que les uns et les autres pouvons avoir sur la médiation, ou au contraire, s'il n'y a pas d'a priori, la vision, en tout cas les représentations qu'on se fait de ce processus. Donc, vous avez un petit lien dans le fil de la conversation qui a été mis en ligne par Michael, et on va vous inviter à cliquer sur ce lien pour pouvoir accéder au sondage et prendre une petite minute pour répondre aux questions qui vous sont proposées. Alors, je ne sais pas si Isabelle, tu peux l'afficher à l'écran en grand peut-être, ou Michael peut-être. Oui, peut-être Michael, parce que là, je ne retrouve plus mon… Super, ça y est. Alors, là, Isabelle, tu t'es auto-montrée. C'est ça. Je sais, j'essaye de… Voilà, dis-moi. Ça marche, attends, bouge pas. Tac. C'est ça que je vais montrer. Oui, en fait, il faudrait que tu montres ça, en fait. Oui, et je fais comment alors? Partage de… Il faut que tu montres ça. Oui. Voilà. D'accord. Tu le vois là? Oui. Mais alors après, je peux le montrer moi et puis couper la présentation quand elle sera terminée. Oui. J'ai perdu le fil. Alors attends, j'arrive Isabelle, j'arrive. Donc en fait là, chacun est invité à répondre au sondage. Donc vous avez une première liste de questions qui concerne voilà, la première clé d'entrée, c'est de savoir si vous avez ou non eu recours. Alors j'essaye moi-même d'accéder au sondage.
Voilà, le temps que ça s'ouvre, on est en direct. Donc, pour ceux qui découvrent, on vous demande en première question si vous avez déjà envisagé de recourir à une médiation dans le contexte professionnel. Et si oui, effectivement, vous avez d'autres questions qui apparaissent et on va vous laisser le temps d'y répondre avant de pouvoir commenter à partir des éléments de réponse que vous aurez formulés. Et là, tu peux le publier comme ça. Toc. Il est là, ok, d'accord. Oui. Donc, est-ce que vous voyez clair? Est-ce que c'est visible? Le sondage est visible? Alors, Oui, moi, en assez petit en ce qui me concerne. En assez Ça peut petit? être agrandi un peu. Oui, je ne sais pas comment ça apparaît à l'écran pour nos auditeurs. ce qui serait intéressant, c'est est-ce que les résultats s'affichent déjà? Alors, les résultats. Alors, j'ai pas entendu ce que tu voulais voilà montrer. les réponses. Alors, voilà, des réponses, voilà. on attendait. Donc, avez-vous déjà envisagé de recourir à une médiation? J'ai un oui et un non. La médiation, vous y avez recours quand? Alors, j'ai un point pour la communication est rompue. J'en ai un pour dès l'apparition des premières tensions. Puis j'en ai un en désespoir de cause, sans trop y croire, après avoir tout essayé. Oui, donc c'est intéressant effectivement d'avoir. Alors on est pour le moment le temps que les personnes répondent et puis que les participants rentrent dans la conférence, on n'a pas encore tous les retours, mais c'est intéressant déjà comme premiers éléments d'avoir ces retours parce que c'est effectivement ce qui nous est souvent renvoyé. Souvent on vient nous chercher, nous solliciter en tant que médiateur quand la communication est rompue. En général, il y a déjà eu des choses qui ont été tentées en interne, alors souvent par l'encadrant de proximité, voire par les RH. Et le plus souvent, effectivement, quand on fait appel, quand on a recours à un médiateur dans la pratique, nous, ce qu'on observe, c'est effectivement que la communication a rompu, voire que ça s'est effectivement élargi à l'échelle du service et ça correspond à l'item 2, la situation est complexe avec de multiples enjeux. Alors dans les faits, et c'est ce qui ressortait un petit peu aussi de la conférence sur la médiation qui avait été organisée en janvier au mois dernier, en février. Effectivement, on observait que le recours à la médiation se faisait souvent dans deux cas, soit quand il y avait un enjeu hiérarchique, c'est-à-dire qu'un encadrant, un directeur, un responsable pouvaient être impliqués, ou à l'échelle d'un groupe, à l'échelle d'un service. Mais la médiation, on le verra en le précisant tout à l'heure avec Anne-Christine, c'est pas que des enjeux effectivement de groupe, ça peut être aussi en interpersonnel. On peut nous solliciter aussi avant le démarrage d'un projet pour lever des points de blocage éventuels, pour partager les besoins de chacun. Et ça, c'est souvent finalement une vision de la médiation qui est peu connue. Ça s'appelle la médiation de projet ou la médiation préventive. C'est l'idée de se servir bien évidemment du processus de la médiation, des outils dont on dispose au sein de ce processus de la médiation pour accompagner et anticiper sur des blocages. On va évoquer dans ces cas-là les façons de fonctionner, les façons de travailler de chacun, quels sont nos urticants personnels, nos difficultés, nos points de blocage éventuels, de manière à ce qu'on s'engage dans un projet de manière le plus sereinement possible, anticiper finalement tous les points de friction possibles. Donc ça, c'est un aspect un petit peu méconnu de la médiation. Ah ben, mince, ça va. Interrogés et sur lesquels le médiateur peut apporter une plus-value. Dès l'apparition des premières tensions, alors nous, c'est ce qu'on espère et on apprécie de pouvoir intervenir le plus tôt possible parce qu'il y a un petit adage qui dit, voilà, il faut une cuillère à café remplie d'eau pour éteindre un incendie durant la première minute et puis c'est un seau qui est nécessaire au bout
au bout de 3 minutes et au bout d'un quart d'heure, il faut le camion des pompiers parce que le feu a pris trop d'ampleur. Donc, c'est un peu la même image, c'est-à-dire que plus tôt, effectivement, on va intervenir, plus on a de chances que le conflit ne soit pas étendu à l'échelle du groupe. Mais dès l'apparition des premières tensions, le plus souvent, c'est effectivement en interne que ça se gère. Quand effectivement le manager, l'encadrant, parfois les RH, parfois il y a des collectivités qui ont aussi des médiateurs en interne qui peuvent, dès l'apparition des premières tensions, agir. Et puis, en désespoir de cause, sans trop y croire, après avoir tout essayé, c'était un peu une boutade, mais il est vrai que parfois, on a un peu ce sentiment d'être attendu dans des situations de conflit parce que voilà, les personnes ne savent plus du tout par quel bout prendre la situation, et c'est aussi une façon de voilà, ce recours à un tiers, et on le verra, les qualités du médiateur, un tiers neutre, impartial, indépendant, permet aussi d'avoir une autre vision sur le conflit et de prendre un peu de hauteur quand la situation s'est un petit peu enlisée. Donc, bon, voilà. J'ai une bonne nouvelle pour toi, Claire, c'est que maintenant j'ai 2 réponses sur quand la communication est rompue. Ouais, d'accord. Oui. Voilà. Donc, effectivement, c'est intéressant d'avoir vos retours, et on avait finalement anticipé en vous proposant ces questions-là parce que c'est vraiment ce type de questions qui, en général, nous est posé lors des premiers contacts avec ces ressentis partagés. Donc, je vais laisser Pour ceux qui ont répondu non, on avait préparé donc un 3e point de sondage qui était: quels sont les freins qui vous empêcheraient d'y recourir? Et donc là, nous avons pas mal de réponses intéressantes. La première, c'est qu'on a 2 réponses sur le coût de la médiation. Anne-Christine, qu'est-ce que tu peux nous en dire? Alors, ça, c'est vu comme un obstacle, si je comprends bien. Alors que la médiation, ça a un coût. Ça a un coût au sens où il faut rémunérer l'intervention. Il y a aussi le temps non travaillé pour les personnes qui rentrent en médiation, puisque l'entreprise, en entreprise, le prescripteur, le plus souvent, donc c'est la direction. Ça peut être d'autres, hein, ça peut être aussi des organismes professionnels, mais ce sont eux qui vont donc signer le contrat, et ils s'engagent dans ce contrat à ce que les personnes, leurs salariés, s'engagent dans la médiation pendant les heures de travail. Donc, ça veut dire que ce temps-là, il n'est pas travaillé, il a un coût. Cependant, combien ça coûte des personnes qui partent en arrêt de travail, qui reviennent parfois encore en moins bon état après cet arrêt, qui vont repartir parce que la relation n'a pas été restaurée, parce que la situation est toujours aussi envenimée. Voilà, donc ça, c'est un coût aussi qui est à prendre en compte, et que peut éviter la médiation, comme, alors là, c'est plus loin encore, hein, quand on arrive au prud'homme, combien coûte un procès, combien coûte ce temps en énergie, en temps perdu, en gaspillage, en souffrance au travail, toutes ces personnes qui arrivent le matin, la boule au ventre. Voilà, tout ça, c'est un coût humain très cher payé. Donc, si on regarde de près, c'est pas si cher la médiation. Enfin là, tout ça, on pourrait en parler de façon plus précise, hein, mais je sais pas, Isabelle. Oui. Là, dans le cas de la MPO, il y a pas alors, dans le cadre de la MPO, mais là, on anticipe un petit peu, mais effectivement, le coût, il est nul pour les collectivités et pour les médiés agents, dans la mesure où on a fait le choix au centre de gestion d'assurer cette mission, qui est une mission expérimentale, je le redis, sans coût ajouté. Donc, on s'appuie sur la cotisation obligatoire des collectivités et établissements qui sont affiliés au centre de gestion. Voilà. Deuxième point de frein, c'est la durée. J'ai 2 réponses sur la durée. Une médiation, est-ce que c'est si long que ça, Anne-Christine? Alors, ça peut ne pas être si long que ça, justement, et c'est très relié au coût. C'est qu'en un temps assez court, finalement, alors
on va parler par exemple d'une médiation interpersonnelle. Interpersonnelle, ça veut dire entre deux personnes, entre un collaborateur et son responsable hiérarchique, entre deux collègues. Eh bien, on peut imaginer qu'en 2 à 4 rencontres, maximum, je pense, eh bien, le conflit peut être résolu. Alors, résolu, on verra plus tard ce que ça veut dire, hein, mais la situation peut être débloquée en tous les cas. On met en 2 à 4 séances, on remet les personnes en mouvement et donc on met un coup d'arrêt justement à cette situation qui était bloquée. 4 séances, alors une séance c'est combien de temps? C'est 2 heures, 3 heures? C'est ça, une rencontre c'est 2 heures parce que c'est fatigant pour les personnes qui s'y engagent. C'est aussi pour le médiateur, il faut une attention très soutenue, mais c'est surtout pour les personnes parce qu'on le verra par la suite, on dépose beaucoup de soi et c'est fatigant. Donc 2 heures, c'est un maximum. Mais l'intérêt, enfin, ce qui est important, c'est que on respecte l'idée d'une dynamique, d'une remise en mouvement dans la médiation. Et donc, l'idéal, c'est quand les rencontres ne sont pas trop espacées. C'est jamais bon si elles dépassent, je sais pas moi, s'il y a plus d'une semaine. Une ou 2 semaines. Une ou 2 semaines, mais pas plus, parce que il y a tout un travail qui se fait, enfin une remise en question pour les personnes et qui est pas évidente, hein, qui demande quand même du courage et de l'engagement aussi. Et il faut que tout ça, justement, c'est ça quand on parle de durée, il faut que ça aille vite, ça participe au processus. Voilà. Ouais, mais je fais exactement comme toi, Anne-Christine, c'est-à-dire que j'essaye de laisser un battement de 1 à 2 semaines maximum entre 2 séances. Ça, c'est intéressant parce que ça reste chaud. Exactement. Autre point, si je peux ajouter, oui, juste une petite précision sur le fait que les médiateurs s'adaptent aussi aux nécessités du service, aux contraintes du service. Il nous arrive, et moi il m'est arrivé de par exemple concentrer le processus de médiation qui va par exemple se concentrer sur 1 voire 2 journées consécutives parce que pour les raisons de continuité de service, d'avoir toutes les personnes au même endroit à un même moment, par exemple des personnes qui sont sur des multisites. Donc on s'adapte en fait aux contraintes de la structure. Oui, ce que dit Claire est important, c'est qu'il y a bien un processus qui est commun à toutes les médiations, mais c'est du sur-mesure aussi. Avant tout, chaque médiation est unique parce que les interlocuteurs sont uniques, l'entreprise est unique à son contexte et voilà, ça fait partie du travail du médiateur, enfin d'en tenir compte pour adapter le contexte à. Avec une contrainte supplémentaire dans les collectivités, c'est la disponibilité des élus. Oui, mais c'est vrai. On est obligé de s'adapter aussi à ça. Parce que l'agent va se rendre disponible, mais l'élu, c'est compliqué d'avoir tout le monde au même endroit, au même moment. Oui, souvent, le plus compliqué dans la durée, c'est la coordination des agendas. Voilà. Oui, c'est ça. Alors, autre point de frein, j'ai 2 réponses dessus. C'est la méconnaissance du processus, bien sûr. Eh ben, alors, la réponse qu'on vous donne, c'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui qu'il faut se connecter pour apprendre un petit peu le côté. Voilà. C'est vrai que c'est tout l'intérêt d'événements comme, d'initiatives comme la semaine de la médiation, c'est que oui, ça demande à être un peu expliqué, mais d'ailleurs à ce sujet, ça fait partie d'une certaine façon du processus. On ne démarre jamais une médiation sans sans un entretien d'information au préalable, de telle manière que les personnes puissent choisir en connaissance de cause si elles vont y participer ou non, puisqu'il y a un principe de liberté qu'on verra tout à l'heure. Voilà, mais oui, c'est vrai, c'est tout à fait exact que ça demande à être expliqué pour être bien compris et du coup pour qu'on puisse y adhérer. Avant l'entrée en médiation, j'ai l'habitude aussi d'envoyer une notice d'explication concernant le déroulement du processus, effectivement.
J'ai deux réponses sur la peur de ne pas maîtriser le processus. Ça, c'est intéressant. Ce frein-là, il est intéressant et il est récurrent. Comment on le lève, Anne-Christine? Qui dit ça, si je puis dire? Quelle est la fonction occupée par la personne qui le dit? C'est un prescripteur. On ne sait pas, c'est le mystère. Alors, si c'est le prescripteur, c'est vrai que c'est en cela que ça demande à être expliqué en premier lieu au prescripteur de la médiation, c'est qu'il y a une forme d'abandon de carte blanche et qui peut être difficile à accepter, d'où la nécessité de bien expliquer, mais en général, c'est rapidement compris et on en voit bien l'intérêt. Mais c'est vrai qu'il faut accepter, il est beaucoup question de confiance dans la médiation. Donc, de la part déjà du prescripteur qui va confier d'une certaine façon la situation à un tiers extérieur. C'est pas évident de temps en temps. Enfin, un des obstacles qui n'est pas noté là, mais c'est on préfère laver son linge sale en famille. Hein, on n'a pas tellement envie que ça se sorte à l'extérieur. D'où l'intérêt de la confidentialité qui encadre la médiation. Mais c'est vrai que ça fait partie là aussi de la condition. C'est que ce lâcher-prise du prescripteur qui confie, voilà, qui fait un pari de confiance et qui n'aura pas de retour, que ceux qu'on voudra bien le lui dire, que voudront bien leur dire les engagés, enfin ceux qui sont impliqués dans la démarche, eh bien, ça a beaucoup d'intérêt parce que c'est ce qui va donner de la liberté et de la reprise en main de la situation par les personnes qui s'y engagent. Voilà. Le lâcher-prise, ça c'est un mot important, le lâcher-prise, effectivement. Et c'est aussi un mot qui caractérise notre positionnement à nous, médiateurs, en un sens. Dans la mesure où on doit faire confiance aux deux parties pour trouver ensemble la solution et pas intervenir ni interférer. Et en ça, l'impartialité du médiateur est importante. Mais c'est en même temps ce qui peut paraître comme un frein, c'est une grosse valeur ajoutée pour l'entreprise. Hein. Moi, j'ai des témoignages de personnes entrées en médiation qui m'ont dit de savoir que l'entreprise investit tout ce temps, cet argent, et finalement, pour moi, ça me donne beaucoup de reconnaissance. Enfin, je me sens considérée et de savoir qu'elle ne va pas aller chercher ce que j'ai dit, c'est ce qui me donne la confiance pour moi y aller, essayer de trouver avec mon protagoniste, si je puis dire, d'aller de l'avant, quoi, et de trouver ensemble, comme disait Isabelle, une solution pour l'avenir. Ce que je peux peut-être ajouter aussi, c'est que par rapport aux craintes qu'il pourrait y avoir sur le fait de ne pas maîtriser le déroulement, les personnes qui sont en médiation restent maîtres du jeu. Nous, on accompagne sur effectivement le déroulé, sur un cadre, une méthodologie, un processus, mais c'est les personnes elles-mêmes qui sont expertes de la situation. Hein. Sur ce plan-là, elles ne perdent pas la main. C'est elles qui ont la maîtrise, en fait. J'ai un sondé qui a répondu que lui, son frein, c'était le doute quant à l'efficacité du processus. Alors, c'est vrai. D'ailleurs, on peut tout à fait comprendre ce frein-là aussi, mais est-ce qu'on est sûr de beaucoup de choses dans l'existence avant de l'avoir tenté, expérimenté? La médiation, enfin, les médiateurs n'ont pas une obligation de résultat, mais de moyens. Parce qu'encore une fois, le principe, c'est que on donne l'occasion à des personnes qui sont bloquées, saucissonnées, si je puis dire, dans une situation qui empêtrée, de reprendre la main et de reprendre finalement leur possibilité d'agir. Voilà, donc
pardon, excusez-moi, je crois que j'ai perdu le fil de ce que je voulais dire. Il y a aussi des statistiques, Anne-Christine, qu'on peut rappeler parce que bon, il y a les médiateurs sont en capacité de répondre au taux de réussite, entre guillemets, de leur médiation qui aboutissent à un accord, qui aboutissent en tout cas à une prise de décision. Donc, on le verra tout à l'heure déjà. Qu'est-ce qui fait qu'une médiation est réussie? On pourrait en parler pendant des heures parce que ça peut être effectivement un plan d'action et des solutions qui sont trouvées ensemble, mais parfois c'est déjà le fait d'arrêter le conflit et de mettre un terme à une situation qui n'était plus acceptable. Et les statistiques montrent qu'il y a à peu près, on tourne autour de 80% de satisfaction des personnes qui entrent en médiation, notamment parce qu'un des leviers de réussite des médiations, c'est que les solutions sont apportées par les personnes. Donc c'est un petit point que je voulais ajouter en plus de ce que tu dis, Christine. On va revenir sur le document de départ. Le sondage, ceux qui veulent le compléter peuvent le compléter et jeter un œil. On revient sur les différents modes d'intervention en cas de conflit. C'était bon pour toi, Christine? Tu voulais préciser quelque chose sur le sondage? Oui, c'est vrai. C'est bien passer à la suite. Donc oui, on voulait rappeler finalement que la médiation s'inscrit dans un mode de résolution amiable des conflits. Il y a d'autres façons finalement de gérer les conflits au sein d'une collectivité, au sein d'une institution. On peut, de la même façon que dans le domaine judiciaire, avoir recours à l'arbitrage. Tout ne relève pas en tant que responsable de service, en tant qu'encadrant. Quand un agent vient vous voir avec une difficulté, vous pouvez aussi tout à fait arbitrer et donc apporter votre expertise, une réponse, apporter votre solution en tant que effectivement chef de service ou encadrant. Ça relève finalement de la vie classique de la collectivité. On peut aussi avoir des situations où on est plus en posture de négociation, c'est-à-dire que vous allez avoir deux agents qui vont par exemple avoir une difficulté à résoudre. Alors, je pense qu'il y a souvent des sujets qui reviennent fréquemment, la question des congés qu'on prend l'été, comment on s'organise. Alors, il peut y avoir des règles de service sur la façon dont on prend des congés, mais parfois on laisse un petit peu de latitude aux agents sur la façon dont ils souhaitent s'organiser sur les congés. Donc, dans ce cas-là, on entre dans ce qu'on appelle une négociation. On a une personne A et une personne B qui vont essayer de s'entendre pour trouver une solution et décider de quelque chose sur un sujet sur lequel elles sont en désaccord. Et puis, on a, et c'est ce processus qu'on partage avec vous aujourd'hui, on a la médiation qui est une forme de négociation assistée, c'est-à-dire que vous allez avoir, au lieu d'avoir effectivement une personne A et B qui vont en quelque sorte couper la poire en deux, avec parfois un sentiment d'insatisfaction partielle de l'une ou l'autre personne. Là, vous avez effectivement dans le cadre de la médiation, un échange qui va être conduit, animé, encadré par un tiers qui va être neutre, impartial, qui n'est pas juge, effectivement d'arbitre et qui va permettre par le questionnement, la reformulation, par la posture et toutes les règles qui entourent la médiation, amener les personnes à avoir une autre vision sur une autre représentation, d'accéder à une autre représentation de cette difficulté, de ce différent. Voilà. Peut-être qu'on peut passer à la diapositive suivante, oui. Sauf si vous avez quelque chose à compléter. C'est bon. Alors, oui. Oui. Donc, l'intérêt de la médiation, on a déjà un petit peu abordé, mais c'est ça, c'est mettre un coup d'arrêt, porter un regard différent sur le conflit. Déjà, s'emparer d'une autre façon de la situation et de ce qui dégrade les relations ou abîme la communication. Ça permet donc de lever les blocages, de mettre en évidence les on dit, mal exprimé, mal entendu, les interprétations, surtout beaucoup les interprétations, parce que on sait bien qu'on est rapide à le faire. Ça favorise la prise de recul, ça permet à chacun
d'exprimer son propre point de vue et donc de donner à voir à l'autre ce que soit on vit, et aussi d'écouter et de faire attention, parce que déposer son sac, ça c'est parfois pas si difficile à faire, mais prendre le temps d'entendre aussi ce que l'autre a à dire, de comprendre son point de vue. Voilà, ça permet cette prise de recul. Donc, de rétablir le dialogue et la capacité à travailler ensemble, c'est dans ce cadre protégé, protecteur dont je parlais, là, et qu'a rappelé Claire, de pouvoir à nouveau se parler. Enfin, le médiateur, il n'est pas là pour autre chose que de permettre ce dialogue, de permettre les conditions et c'est un passeur, c'est pas autre chose qu'un passeur, mais ce sont les personnes qui vont pouvoir ensemble renouer ce dialogue grâce au cadre, voilà, qui participe aussi à la médiation. Alors, toujours dans la suite du processus, ça permet aussi de développer la capacité des personnes à régler leurs différences, c'est-à-dire d'une certaine façon, en médiation, on apprend une autre façon de communiquer ensemble et ça a une vertu pédagogique, c'est-à-dire ce qu'on expérimente là avec l'aide d'un tiers, enfin en présence d'un tiers et dans ce cadre particulier, et ben, ça peut servir pour la suite, à se dire, bah, tiens, moi j'ai parlé dans des témoignages, certains disaient, bah, ça m'a appris à pas tout de suite partir enfin, à 100 000 à l'heure, là, à interpréter. Et puis, peut-être que la prochaine fois, au lieu de ruminer dans mon coin cette parole qui m'a paru blessante, bah, j'irai le lui dire. Et je comprendrai là qu'il n'y avait pas de mauvaise intention. Parce que souvent, c'est aussi simple que ça. Hein. On est parti en interprétant quelque chose, et puis alors que l'autre n'avait pas du tout cette intention. Donc, ça renforce la confiance. Et là, le grand pari de la médiation, c'est qu'on invite les personnes qui ne sont plus en confiance, qui n'ont plus confiance les unes en les autres, et on leur dit, bah, venez, ça a de l'intérêt dans ce cadre particulier, et pour justement retrouver cette confiance. Donc, c'est vraiment un pari là, hein, qui est lancé et qui est très opérant, justement, encore une fois, parce qu'on a redonné les rênes et la possibilité à chacun de se responsabiliser et de redevenir acteur. Alors, je disais que le cadre était très important pour faire advenir la médiation, et une des caractéristiques du cadre, c'est la posture du médiateur lui-même, hein, et ça se retrouve quelle que soit la médiation. Donc, pour la médiation préalable obligatoire, c'est la même chose. Isabelle pourra le confirmer. Mais donc, le médiateur, il est indépendant, neutre, impartial, soumis à la confidentialité des échanges. C'est-à-dire que ce qui apparaît, enfin ce qui se révèle, ce qui est révélé en médiation n'en sortira pas. C'est comme une tente un peu protectrice, hein, on rentre dans une bulle, à moins que les personnes qui sont rentrées aient décidé d'un commun accord de faire sortir quelque chose qui peut être très intéressant pour améliorer l'organisation, pour améliorer très simplement leur quotidien, mais on a besoin pour ça de, je sais pas, de la décision, enfin, ou de l'aval, enfin, de le faire savoir. Voilà, donc là, en revanche, tout ce qui est décidé par les personnes peut en sortir, mais à cette seule condition. Et le fondement de la médiation, enfin son principe essentiel, c'est la liberté de chacun de pouvoir s'y engager, d'où cette information dont on parlait au début, qui permet en toute connaissance de cause de choisir et aussi de pouvoir taire les doutes, les craintes en se disant ah bah oui, mais alors si j'y vais pas, ben, je vais être encore le vilain canard, on va encore je vais être mal notée par la direction, etc. Ou alors vous me dites que je peux y aller, mais qu'est-ce qui me dit que vous n'allez pas aller tout répéter? Enfin,
voilà, il y a tout ce travail-là en prémédiation pour bien expliquer le cadre, en quoi il est protecteur, en quoi il va permettre le dialogue et en quoi la personne reste totalement responsable de sa démarche, sachant qu'elle peut y rentrer si elle le souhaite et en sortir quand elle le souhaite. On n'est pas obligé d'aller, c'est pas une espèce de sas là d'une nasse dans lequel on est pris une fois qu'on a dit oui. Non, on peut à tout moment en sortir. Même le médiateur peut décider, si les conditions du dialogue ne sont pas réunies, peut dire on arrête parce que ça n'a plus de sens, enfin, ça n'a pas de chance d'aboutir dans ces conditions. C'est important ce que tu... Oui, je voulais préciser un petit point, c'est important ce que tu dis, Anne-Christine, sur la question de la confidentialité et finalement de la confiance que nous font les personnes qui viennent en médiation. La question que tu évoquais sur ce que peuvent se dire les personnes, est-ce que je vais être le vilain petit canard, ou etc. Ça m'évoque, moi, une situation où j'avais un agent d'une médiathèque qui était, donc c'était une situation conflictuelle avec plusieurs personnes. Et la personne, quand je l'ai reçue en entretien individuel, dans le cadre de ce temps d'information préalable, elle était inquiète à l'idée que des éléments de ce qu'on était en train de se dire puissent voilà, fuiter, qu'il n'y ait pas cette confidentialité. Et la façon de la rassurer, ça a été de ne prendre aucune note et de déchirer devant elle les documents sur lesquels on était en train d'échanger ensemble, de manière à ce qu'il y ait une garantie pour elle. Ça a été le moyen pour elle de la rassurer sur le fait que, vous voyez, même je ne garde aucune note de ce qu'on est en train d'échanger, ce sur quoi on échange ensemble. Donc c'est vraiment, encore une fois, on est dans le sur-mesure. On est là pour répondre aux questions, aux inquiétudes, de manière à ce que la médiation puisse se faire dans les meilleures conditions possibles et que chacun se sente confortable pour y aller, quoi. La démarche est la même en médiation préalable obligatoire et je dirais même que la posture de médiateur, elle est doublement nécessaire en médiation préalable obligatoire puisque on a une double casquette, hein. Enfin en tout cas moi à titre personnel j'ai une double casquette de directrice de pôle et de juriste et donc de médiatrice. Donc il est évident que j'ai d'autant plus intérêt à réaffirmer mon indépendance, ma neutralité, mon impartialité en tout début de médiation. Et souvent, c'est une remarque qui me revient en pleine figure en me dire « oui, mais vous êtes quand même la directrice du pôle juridique du centre de gestion ». Et c'est là que ça devient vraiment important d'affirmer la posture du médiateur et son impartialité, sa neutralité. Voilà. Et effectivement, je reviens sur l'histoire de la libre participation parce qu'en médiation préalable obligatoire, il y a un mot qui gêne tout le monde, c'est cette notion d'obligation. Pourquoi obligatoire? Alors qu'on travaille de la même manière que vous et on ne peut travailler bien que s'il y a une libre volonté de chacune des parties de participer. Alors c'est obligatoire parce que sur certains recours contentieux, on doit passer par la médiation préalable avant d'aller au tribunal, tout simplement. Mais on est, comme vous, sur la libre participation. On ne peut fonctionner qu'à partir de la volonté des parties de travailler ensemble à la recherche de leur solution. On continue? Continue, oui. Il n'y a pas de questions ou de participants qui souhaitent intervenir à ce stade? J'ai pas de petites mains. Bon. Est-ce que tu avais terminé, Anne-Christine, sur le slide? Oui, allons-y, c'est à toi. Donc là, l'idée, c'était sur ce slide-là d'ouvrir un peu le capot pour regarder dans le moteur ce qui se passe, sachant que évidemment, on regarde les choses de manière assez froide là, dans le cadre de ce webinaire, sur les 4 étapes finalement qui jalonnent la médiation. Donc c'est l'idée effectivement de prendre le temps. On l'a dit, la médiation c'est un processus. Il va y avoir ce temps d'information dont vient de parler Anne-Christine qui est très important parce qu'il rappelle effectivement
ce à quoi nous, médiateurs, nous nous engageons, mais aussi ce à quoi s'engagent les personnes qui viennent en médiation, notamment d'être dans une optique constructive, d'être dans un état d'esprit finalement d'avoir envie de s'en sortir et de dépasser le conflit. Donc la première étape, après, une fois que cette médiation a eu lieu, c'est-à-dire ce temps d'échange, ce temps préalable où chacun va pouvoir prendre connaissance du processus, poser aussi dans le cadre d'un entretien individuel ce qui a pu être vécu de manière difficile par chacun. Donc il y a aussi ce temps qui est important, hein, on a vraiment un temps individuel avec chacun, avec chacune. Ça dure entre 30 minutes et 45 minutes en moyenne, rarement plus. C'est vraiment l'idée de recueillir le consentement de la personne, de lui expliquer qu'est-ce qui va se passer, comment ça va se dérouler, accueillir les freins éventuels, répondre aux questions. Et puis arrive le temps de la médiation où là, on pourrait symboliser effectivement ce temps en 3 étapes. La première étape, ça va être l'accueil du vécu et des représentations de chacun. Donc, l'idée, c'est que les personnes puissent partager ce qu'elles nous ont peut-être dit en individuel, qu'elles puissent le dire à la personne avec laquelle elles sont en conflit ou avec le groupe si c'est à une échelle plus large. Donc, c'est vraiment le temps où chacun va pouvoir parler à l'autre dans l'espoir d'être entendu. Et nous, on va guider ce processus, guider ce temps d'écoute de manière à ce qu'il y ait du respect, de manière à ce que dans la reformulation qui va être faite soit par nous, soit par les membres du groupe, il puisse y avoir un véritable accueil de ce qui a pu être vécu différemment, parce que le médiateur ne s'intéresse pas n'est pas dans une recherche de vérité, il cherche vraiment à savoir comment chaque personne a vécu la situation. Et souvent à cette étape-là, on a parfois même l'impression que les personnes n'ont pas vécu le même événement, tellement leur représentation, la façon dont ça les a heurtés, affectés, peut être vécu différemment par l'un ou l'autre. Donc ça, c'est important parce qu'on revient sur ce qui s'est passé et comment effectivement chacun a pu être blessé par la situation. Et puis, dans un deuxième temps, on va essayer de comprendre qu'est-ce qui était important pour chacun, en quoi ça vous a blessé, pour quelles raisons finalement, quels sont les besoins qui ont pu être touchés. Est-ce que là, c'est une question de reconnaissance? Est-ce que là, j'ai estimé qu'on me manquait de respect? Qu'est-ce qui s'est joué finalement pour chacun dans cette situation? Donc, on utilise souvent, nous, en médiation, l'image de l'iceberg. On a une partie visible de l'iceberg qui est effectivement les événements, les faits tels qu'ils se sont produits. Et nous, on va chercher à descendre en dessous de la ligne de flottaison pour comprendre, voilà, merci Isabelle, quels sont les sentiments, quels sont les besoins, quelles sont les émotions, finalement, quelle est ma manière de voir la situation. Et on va s'intéresser dans cette partie-là au non-dit, au ressenti, tout ce qui touche aux besoins véritables. Alors, je veux bien que tu reviennes à la slide précédente, Isabelle, merci. Donc, une fois qu'on a accueilli finalement ces besoins, qu'est-ce qui finalement motivait les personnes, on va être dans une démarche quand effectivement la médiation avance dans ce sens-là, on va être dans une phase de créativité où on va essayer de trouver un maximum de pistes possibles. Et là, le médiateur, il est au paperboard avec un stylo et il va prendre en note finalement tout ce qui va pouvoir être proposé, toutes les bonnes idées qui vont pouvoir être apportées dans la discussion. Ce temps-là, il n'intervient que effectivement à partir du moment où il y aura eu cette reconnaissance de la souffrance vécue ou des difficultés vécues par chacun. Donc, on est vraiment, j'insiste sur une idée de cheminement et d'étapes. Et tant qu'on n'est pas, les 2 premières étapes sont pas passées, finalement, on ne peut pas être dans cette démarche de recherche de solutions. Donc, parfois, il arrive aussi qu'à cette étape numéro 2, qui est celle de l'expression et de la reconnaissance des besoins et des intérêts,
eh bien, on constate que il y a un point de non-retour qui a été atteint et que on ne va pas pouvoir trouver des solutions, que peut-être on va décider d'une mobilité pour une personne ou qu'un changement de bureau pour géographiquement ne plus partager le même espace de travail. Et déjà, c'est déjà une forme de réussite de la médiation parce qu'on aura mis un point final, acté les choses et il y aura eu une forme d'accord sur un désaccord et il y a des actions qui peuvent être prises déjà à ce stade. Si on est dans une recherche de solutions et qu'on va plus loin, dans l'idée de continuer à travailler ensemble, dans l'idée de pouvoir s'organiser, se donner des règles de fonctionnement pour mieux se comprendre et travailler plus efficacement à l'avenir et dans un contexte agréable de travail, eh bien, c'est cette phase de créativité qui va nous permettre d'élaborer des solutions. Donc, elles sont produites par les personnes, hein, c'est vraiment leur solution et c'est pour ça que la médiation fonctionne bien. Ce n'est pas le médiateur qui vient en tant qu'expert apporter ou plaquer des solutions en disant bah tiens, j'ai vu ça dans telle autre collectivité, vous pourriez essayer. Absolument pas. On est là pour vraiment permettre cette expression par notre questionnement, par voilà, le processus de médiation qui amène les personnes à retrouver finalement confiance dans leur capacité à solutionner leurs problèmes. Et là, dans cette dernière phase, finalement, on va prioriser parmi ces options qui auront été posées. Est-ce que celle-ci, elle peut être acceptable en termes de budget? Est-ce qu'en termes d'urgence de trouver une solution, est-ce que cette option A ou cette option B est préférable? Donc, en fait, on va passer les options au tamis d'un certain nombre de critères qui vont être propres à la situation. Parfois, c'est les délais, parfois, c'est des contraintes de service, etc. Et de manière à arriver à un plan d'action. Donc, le plan d'action, c'est, je rebondis sur ce qui a été dit tout à l'heure par Anne-Christine sur la question de la confidentialité des échanges et de ce qu'on peut déconfidentialiser. Donc, dans le plan d'action, quand on en rédige un, on déconfidentialise ce qui peut être partagé avec le commanditaire. En général, les échanges restent confidentiels et toute la partie action, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on va pouvoir mettre en place dans nos relations, mais aussi parfois sur le plan organisationnel, ça va se retrouver dans le document. Ceci étant, il n'y a pas d'obligation de rédiger un document. Parfois, l'entente se fait verbalement, à l'oral, on se fait confiance et on se donne à l'oral des engagements sans forcément avoir recours à l'écrit. Mais c'est une possibilité et nous, on est le porte-plume, mais en aucun cas, on interfère ni on ne prescrit de solutions dans le cadre de la médiation. On peut proposer éventuellement une clause de revoyure sous 6 mois ou sous 1 an pour, avec l'accord des parties évidemment, pour leur proposer de faire un point sur l'évolution de l'accord. C'est ça. En fait, nous, ce qu'on propose le plus souvent, c'est de prévoir dès le départ une étape, ce qu'on appelle de post-médiation à plus 3 mois, de manière à se revoir et voir dans la mise en œuvre si les solutions qui ont été préconisées, si les pistes de solutions dans leur mise en œuvre, elles ont été suivies des faits ou est-ce qu'il y a besoin de les rajuster parce que parfois, elles sont trop ambitieuses, donc il faut un peu réduire la voilure de ce qui avait été prévu, ou au contraire, ça fonctionne bien et on a envie d'aller encore plus loin. Et c'est finalement un ultime rendez-vous avec le médiateur pour s'assurer que les choses vont dans la bonne direction. Voilà. Mais peut-être que, voilà, Anne-Christine ou Isabelle, n'hésitez pas à réagir si vous voulez. C'est très concret. Mais je peux peut-être juste rajouter un exemple quand on parle de solutions, de plan d'action. Je me souviens c'était dans une collectivité et dans un service des espaces verts où il y avait 2 équipes. Alors vraiment, hein, c'est pas une caricature, c'était quasiment les râteaux rouges et les râteaux verts. Hein. C'était organisé comme ça depuis des décennies. Voilà. Donc,
Sauf que les râteaux rouges et les râteaux verts ne s'entendaient pas du tout, mais gravement. Hein. On nous a demandé d'intervenir parce qu'il y en a quand même un qui avait planté son couteau dans la main de l'autre. Donc là, ça devenait très, très sérieux. Eh bien, ça a été une médiation extraordinaire. Je dois dire, ils étaient 18 à peu près. Oui, ça devait être ça, les deux équipes, là, 2 x 9. Et ils ont, à un moment donné, il y en a un qui a dit, mais au fond, pourquoi il y a 2 équipes? Est-ce que ça sert à quoi qu'il y ait les râteaux rouges et les râteaux verts? Parce que ce serait beaucoup plus intéressant si, plutôt que de se disputer pour savoir si le bout de la branche elle est dans ma zone ou dans celle des râteaux verts, eh bien, on n'est qu'une seule zone, qu'on travaille ensemble, ce serait un travail beaucoup plus riche, plus intéressant. On serait donc plus 2 équipes, mais qu'une seule, et on ferait équipe ensemble. Enfin, voilà. Tout en prenant soin des chefs d'équipe. Et ils avaient déjà anticipé ça en se disant, bah oui, mais alors, les chefs d'équipe, il ne faut pas qu'ils perdent leur travail. Enfin, voilà. Donc, tout ça a été discuté et ils ont demandé à ce que la DGS, la directrice des services, vienne pour exposer voilà, leur idée, en tous les cas, leur ébauche de plan d'action qui ensuite a été, donc a donné naissance à une nouvelle organisation et à la fin des râteaux rouges et des râteaux verts. Voilà. C'est un beau Koh-Lanta des collectivités, ça, Anne-Christine. On est peut-être un peu bavarde, leur tour, mais Oui. peut-être que Oui. Isabelle, ce serait peut-être… Non, mais en fait, c'est bien parce que finalement, tout ce processus, c'est le même en médiation préalable obligatoire. Donc, c'est pour ça qu'on part en entonnoir et que c'était bien que vous attaquiez, vous, pour présenter finalement le conflit au travail, parce que la MPO, je vous ai dit, c'est un tout petit bout de la lorgnette de la médiation. Je te laisse terminer, Claire ou Anne-Christine, sur… C'est vrai, je suis assez d'avis, l'avis de Claire, là, l'expression des besoins, tu en as déjà… oui, j'ai parlé, Claire, c'est vraiment l'idée en médiation, en fait, pour revenir dans le processus, et on va regarder ce qui s'est passé dans le passé pour comprendre là, au présent, ce que ça me fait, moi, toujours. Parce que ce qui est le point commun de toutes ces situations difficiles dans les relations, c'est que ce qui a pu se passer parfois 3, 4, 10 ans avant, parce qu'on arrive à être… nous sommes parfois appelés pour des situations enquistées depuis 5, 10 ans. Enfin, moi, ça m'est déjà arrivé. Eh bien, toujours aujourd'hui, ça me fait quelque chose. Ça me touche, ça me met en colère, ou alors ça me mine, etc. Donc, du passé, on va observer ce qui se passe au présent pour ensuite se tourner vers l'avenir. Et pour ça, eh bien, il n'y a qu'un moyen, c'est ce que disait Claire, c'est de passer de la position quelquefois totalement antagoniste et incompatible aux intérêts communs et pour pouvoir ensuite avancer. L'idée de l'iceberg est très, très parlante. C'est qu'on s'intéresse en médiation, non pas à ce que tout le monde peut voir, mais à ce qui se passe en dessous. Et y compris pour les personnes qui ne le savent pas elles-mêmes et qui le comprennent petit à petit. Voilà. Mais je crois que maintenant, oui, on peut donner la parole à Isabelle. Merci en tout cas pour cette belle présentation, parce que tout est dit sur le processus en lui-même, et ça, c'est très important. Bon, je pratique pareil, j'ai été formée par des homologues de Claire, notamment une homologue de Claire, donc c'est les mêmes pratiques. Simplement, la médiation préalable obligatoire, c'est très particulier puisque c'est récent, ça date de 2018. En 2018, le législateur a confié au centre de gestion la possibilité d'intervenir en médiation sur certains sujets ou certains actes relatifs à la situation professionnelle des agents. Donc, dans un cadre précontentieux, avant d'aller au tribunal administratif. D'où cette notion de médiation préalable obligatoire, c'est-à-dire que sur ces actes
liées à la situation professionnelle. Si l'agent ou si l'employeur ne fait pas la démarche de se tourner vers le médiateur dans le cas où il y a un médiateur compétent et qui a accepté de prendre la mission de MPO, le tribunal administratif rejettera la requête. Voilà cette notion d'obligation. Mais ça ne va pas au-delà, c'est-à-dire que le médiateur, en l'occurrence, lorsque moi je suis saisie d'une médiation préalable obligatoire, ma première démarche, ça va toujours être de recevoir l'accord des deux parties, d'aller recueillir l'accord volontaire des deux parties. Quand bien même ils ont souscrit à la médiation préalable obligatoire, il faudra toujours individuellement que je m'adresse au médié, que je m'adresse à son employeur en leur disant « Est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce que vous avez compris ce que c'est que la médiation? Est-ce que vous êtes d'accord pour entrer en médiation sur ce sujet bien précis ?» Donc voilà, l'expérimentation a été lancée en avril 2018. Tous les centres de gestion n'ont pas adhéré, puisqu'on est 42 à avoir adhéré uniquement. Hein. Je vous ai mis une petite carte des centres de gestion qui ont adhéré. À partir de ce moment-là, on s'est engagé à avoir un ou deux ou plusieurs médiateurs, puisque dans le centre de gestion de Lille, justement, Anne-Christine, on en parlait hier, il y a 8 médiateurs. Il y a une équipe de 8 médiateurs. Au centre de gestion d'Indre-et-Loire, on a choisi de faire l'expérimentation, d'aller se former. On est 2 médiatrices. On est supervisé, entre guillemets, notre référent, c'est le Conseil d'État à qui on envoie notre rapport annuel d'activité. On a choisi de s'engager en tant que centre de gestion parce que les ressources humaines, c'est notre cœur de métier et que la médiation, c'est un élément des ressources humaines déterminant. Enfin, c'est de l'humain, hein, c'est essentiellement de l'humain. Donc, on a choisi de s'engager dans cette expérimentation qui a débuté en avril 2018 et qui vient d'être prolongée jusqu'au 31 décembre 2021. C'est pour ça que depuis 3 mois, on a lancé une campagne auprès de tous nos adhérents pour qu'ils signent un avenant de prolongation de leur expérimentation jusqu'au 31 décembre 2021. Mais à peu près tout le monde est en train de nous renvoyer ces avenants, c'est des bons élèves et ils ont compris l'intérêt de la médiation puisqu'ils vont prolonger. On vous disait tout à l'heure, le coût de la médiation, j'insiste dessus, en Indre-et-Loire, la médiation préalable obligatoire n'a pas de coût particulier puisque ça fait partie d'une des missions facultatives du centre de gestion qui est incluse dans la cotisation obligatoire des collectivités. Toutes les collectivités d'Indre-et-Loire n'ont pas choisi d'adhérer, mais une grande partie de ces collectivités ont choisi d'adhérer, y compris des collectivités qui ne sont pas affiliées de manière obligatoire au centre de gestion, ce qui est une belle preuve de confiance envers le centre de gestion finalement. À partir du moment où ces collectivités ont adhéré à la MPO, tous leurs agents, y compris leurs agents contractuels, peuvent faire l'objet d'une médiation préalable obligatoire de la part du centre de gestion. Et non seulement ils peuvent, mais ils doivent faire l'objet d'une médiation préalable obligatoire dès lors que le conflit qui oppose l'employeur et l'agent fait partie des 6 items susceptibles de faire l'objet d'une médiation préalable obligatoire. En ce sens, le tribunal administratif d'Orléans est un interlocuteur régulier du centre de gestion. On les a contactés dès qu'on a lancé l'expérimentation en Indre-et-Loire pour leur signaler qu'on faisait partie de l'expérimentation. On a une interlocutrice au tribunal également et on reçoit régulièrement des demandes de médiation préalable obligatoire lorsque la collectivité a oublié de signaler à son agent qu'elle avait adhéré à l'expérimentation. Alors voilà les thèmes sur lesquels on peut intervenir en médiation préalable obligatoire. Vous allez voir qu'ils sont assez limités pour l'instant, jusqu'au terme de l'expérimentation, hein, parce qu'on ne sait pas ce que nous réserve le législateur pour la suite. Peut-être qu'il va élargir beaucoup ou pas du tout. Donc, on est appelé à intervenir en médiation préalable sur toutes les situations individuelles défavorables
qui sont listées sur la gauche de votre écran en bleu. Donc, des situations individuelles défavorables liées à la rémunération des agents. Et c'est les principaux cas de médiation pour lesquels j'ai été appelée à intervenir depuis 2019. C'est même exclusivement le seul cas. Typiquement, l'exemple que j'ai de manière assez récurrente, c'est une diminution de régime indemnitaire liée à un changement de poste. Voilà, j'étais appelée à intervenir en médiation sur cette situation-là 2 fois, par exemple. On a également les décisions individuelles défavorables relatives à des mobilités entrantes ou sortantes de la fonction publique territoriale. Donc, liées au détachement ou à la réintégration après détachement, au placement en disponibilité ou à un retour de disponibilité, ou encore au placement en congé non rémunéré pour les agents contractuels ou au retour suite à un congé non rémunéré d'agents contractuels. À ma connaissance, il n'y en a pas eu en Indre-et-Loire. On a également les décisions défavorables à la suite d'un classement lié à un avancement de grade ou un changement de grade ou de cadre d'emploi obtenu par promotion interne. On a des décisions défavorables liées à la formation professionnelle. Classiquement, ça peut être un refus de congé de formation personnelle qui peut faire l'objet d'une médiation préalable avant de passer au tribunal si jamais ça va au contentieux. Enfin, on a les 2 derniers cas qui sont des cas très particuliers de refus d'adaptation de poste de travail suite à des situations d'inaptitude physique ou à des refus d'adaptation de poste liés à des recrutements de travailleurs handicapés. Donc, vous voyez qu'on est vraiment sur la pointe de l'entonnoir en termes de recevabilité de cas de MPO. Pour l'instant, c'est des sujets très pointus. Les 9 ou les 8 médiations que j'ai réalisées depuis 2019 portent toutes sur les éléments de rémunération. Et j'ai mis à côté tout ce qui est irrecevable parce que dans ce qui est irrecevable, en fait, vous allez vous rendre compte que ce sont les principales thématiques qui font l'objet de recours au tribunal administratif. Tout ce qui est lié à la discipline, à l'entretien professionnel, au temps de travail, aux modalités d'entrée ou de sortie de la fonction publique territoriale, problématiques de harcèlement, les fameux conflits de personnes dont parlaient Anne-Christine et Claire tout à l'heure, les mutations internes. Voilà. Donc pour l'instant, ce sont les domaines de la médiation préalable que vous avez sous les yeux, qui sont des domaines peut-être que d'ici 1 an, lorsque le Conseil d'État aura fait un petit bilan un peu plus poussé de l'action des 42 centres de gestion, il va décider de l'élargir. En tout cas, c'est la demande d'une partie de mes homologues dans les centres de gestion, puisqu'on est 85 médiateurs qui assureront de la médiation préalable obligatoire au niveau national. Je ne suis compétente que sur les médiations relatives à des agents et des employeurs du département. J'insiste dessus parce que pendant le confinement, j'ai reçu des demandes émanant d'autres départements. C'est bizarre, mais c'était lié au confinement peut-être, je ne sais pas. Voilà. Alors, les garanties que nous sommes en mesure de vous apporter, je reviens dessus, hein, c'est ce que je disais par rapport à ce qu'on disait Anne-Christine à propos de la posture du médiateur. Ces garanties, elles doivent être vraiment renforcées en ce qui nous concerne dans la mesure où on a une double casquette et qu'il faut à chaque fois enlever sa casquette principale ou de cœur de métier pour mettre sa casquette de médiateur et bien rappeler les valeurs auxquelles on a souscrites lorsqu'on s'est engagé, et notamment en adhérant à la charte des médiateurs du Conseil d'État. Donc, on rappelle régulièrement ces principes d'impartialité, de neutralité, d'indépendance, de diligence. Ça, c'est un principe auquel je tiens beaucoup parce qu'on est toujours un peu dans l'urgence, qu'on s'engage dès qu'on reçoit une demande à la traiter dans les meilleurs délais possibles. On essaye de contacter les 2 parties aussi vite que possible pour obtenir un accord, évidemment. Et dès qu'on a l'accord, on essaye de les réunir au plus vite, encore une fois, pour ne pas perdre de temps par rapport à la suspension du recours
au niveau du tribunal administratif. Parce qu'une saisine du médiateur dans le cadre d'une NPO est suspensive du délai de recours devant le tribunal administratif. Ouais. Donc, on a cette posture qui est très importante. Pour en arriver là, ce que je vous disais au départ, on a reçu une formation. On essaye de faire des formations régulières. Ce n'est pas évident, mais on essaye. Et puis, on échange aussi beaucoup avec des personnes comme Claire, comme Anne-Christine, qui pratiquent la médiation de manière régulière. Parce que c'est vrai que nous, on n'est pas sur des médiations au quotidien, on ne fait pas de la médiation tous les jours. Puis Dieu merci, c'est vrai que ça voudrait dire qu'on aurait beaucoup de contentieux en matière de ressources humaines. Ce n'est pas le cas. Et du coup, moi, j'apprécie personnellement toujours beaucoup ces échanges. Voilà ce que je pouvais vous dire sur les garanties qu'on peut apporter par rapport à une médiation. Pour vous illustrer un petit peu ma position en termes de neutralité, je fais toujours en sorte que mes médiations se déroulent à un endroit neutre du centre de gestion, à l'écart des bureaux des collègues, et j'essaye toujours de mettre en place une salle accueillante, un peu chaleureuse, pour faire en sorte que chaque partie se sente à l'aise. Et surtout, j'essaye d'éviter que ça se déroule sur le lieu de travail. Bon, ça ne s'est jamais déroulé d'ailleurs dans une collectivité. En principe, c'est toujours au centre de gestion, ce genre de choses. Mais un peu à l'écart des bureaux de mes collègues, pour faire un petit peu oublier ce lien avec le centre de gestion qui est important, malgré tout. Je ne sais pas s'il y a des questions dans la salle, s'il y a des participants qui souhaitent prendre la parole à la suite de cette présentation. Mais je tiens vraiment à remercier Anne-Christine et Claire qui ont vraiment très bien explicité le déroulement de ces médiations. Bon, j'espère que vous avez compris qu'elles sont toutes formulées de la même manière, elles se déroulent de la même façon, MPO ou pas MPO. Lorsqu'il y a un conflit, on suit chacune les mêmes processus. On est effectivement attaché à cette notion d'iceberg et de sentiment de besoin qu'il faut faire remonter et qu'il faut inciter les parties à faire remonter elles-mêmes. S'il n'y a pas de... Anne-Christine ? Pour sortir de la logique, ce qui est commun à toutes les médiations, c'est qu'on sort de la logique binaire de qui a tort, qui a raison, pour faire remonter ce que dit Isabelle, les besoins. Et là, on peut aller chercher des intérêts communs. Tout à fait. Écoutez, en tout cas, merci beaucoup pour cette intervention, Claire, Anne-Christine, et merci Michael en off. Merci d'avoir dit. Merci aux participants. Merci à vous tous d'avoir assisté à cette réunion. Sachez que le webinaire sera mis en ligne dès qu'on pourra sur le site du centre de gestion à la rubrique médiation préalable obligatoire. Voilà, je vous souhaite une bonne fin de journée à tous et à toutes. Merci beaucoup également. Au revoir. Au revoir. Alors,